Un détail sur les points que vous venez de nous décrire. Quand vous entendiez les tirs, est-ce que vous savez quelle heure il était à peu près? Les tirs ont commencé midi, si ma mémoire est bonne, aux environs de midi, si ma mémoire est bonne, aux environs de midi. Et vous nous avez parlé d'une mosquée que les gens du Grain fréquentaient le vendredi. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette mosquée? Bon, on appelle cette mosquée-là la mosquée Sidesi Antenne. La mosquée Sidesi Antenne. Et est-ce que vous savez la distance, même si c'est approximatif, entre le Grain et la voie principale? Bon, de 50 mètres, 50 mètres, 60 mètres, quelque chose comme ça. Mais les 50 mètres, 60 mètres là, c'est-à-dire, sont constitués d'une rangée de maisons. C'est-à-dire, du Grain, il faut traverser une rangée de maisons pour avoir accès à la voie principale. Voilà. Donc, on traverse la rangée de maisons, 50 mètres par là, et on arrive sur la voie principale. Et de loin, on peut voir le théâtre des inspirations. Et vous nous avez parlé de certains jeunes qui avaient des pots de peinture et qui avaient pillé. Alors, ces jeunes-là, ils passaient sur la voie principale ou devant le Grain? Bon, de ma position, je ne pouvais que voir ceux qui passaient du côté du Grain. Parce que moi, je n'ai pas osé aller sur la voie principale. Parce que je suis connu. Voilà, je suis responsable politique. Je suis un peu connu dans le secteur. Et quand on a des consignes, quand il y a ce genre de choses, il faut être très prudent et être le plus vigilant possible. Donc, moi, je ne suis pas allé sur la grande voie. Je suis resté au Grain. J'ai laissé les consignes que je pouvais laisser à ceux que j'ai pu avoir. Et puis, bon, de là, on voyait les jeunes, ils passaient dans le quartier. Bon, il faut dire que le quartier, c'est un quartier où les maisons sont en bande. Les maisons sont en bande et il y a des couloirs, il y a beaucoup de couloirs. C'est genre un labyrinthe. Donc, c'est par ces couloirs-là, ils passaient avec leur butin et ils se fondaient dans la nature. Et ces jeunes que vous avez vus, ils étaient habillés comment? Bon, nombreux étaient torse nus. Hein. C'était torse nus avec les charges. Il y en a qui étaient habillés aussi, mais nombreux étaient torse nus. Et ils avaient quitte un pot de peinture, quitte des feuilles de tôle, en tout cas, chacun avait son butin et il se fondait dans la nature. Et à part le butin, est-ce qu'ils portaient quelque chose? Bon, non. Ceux qui passaient par là, ils n'avaient rien d'autre que ce qu'ils avaient pillé. Bon, c'est après qu'on a commencé à voir d'autres avec des gourdins et puis des barres de fer. Voilà, ça c'est après. Les premiers sont passés, ils n'étaient pas armés, mais plus tard, on a vu d'autres avec des gourdins et autres, des barres de fer. Et voilà. Quand vous dites plus tard, vous voulez dire quand exactement? Je vais dire, c'est dans le déroulement. D'abord, on a commencé à voir des gens avec des pots de peinture, ce qu'ils avaient volé. Ils passaient torse nu. Et après, les autres vagues qui venaient, ceux-là, ils avaient des gourdins, des barres de fer, ceux-là. Ils étaient aussi torse nu, avec aussi leur butin. Avec aussi leur butin. Alors, après cette première vague de jeunes que vous avez vus avec leur butin, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Bon, nous sommes restés toujours au Grain.
en tout cas en train de dissuader, parce qu'il faut dire que notre grain est situé à un endroit très passant. C'est comme un carrefour, les gens passent là, c'est un grand passage de personnes. Donc on est resté là pour dissuader tous ceux que nous connaissions d'aller vers le quartier Doucouré, d'aller vers la mosquée. Donc nous sommes restés là, nous étions au grain, mais nous étions très vigilants. Et est-ce que tout le monde a été dissuadé d'aller au quartier de Corée? Bon, tout le monde sauf Ahmed. Tout le monde sauf Ahmed. On a un ami, un jeune Malien, il est pousse-poussier, charrette, il conduit les charrettes, il vend le charbon. À certains moments, il vend le charbon, mais son métier principal, il pousse la charrette pour porter les bagages des gens, et puis il décharge le charbon dans les lieux de vente. Quand les camions viennent avec les chargements de charbon, c'est eux qui sont chargés de débarquer le charbon au lieu de vente. Il s'appelait Ahmed. Et ce jour-là, il est allé à son lieu de travail, à la CDC. Et quand les incidents ont commencé dans son quartier, sa femme l'a appelé pour lui dire qu'il y avait des troubles au quartier et que c'était sérieux. Donc, bien évidemment, il est revenu sur ses pas pour aller voir sa famille, sa femme. Donc, en repartant chez lui, il est passé au grain. Il venait là régulièrement et il savait aussi qu'il pouvait peut-être avoir de plus amples informations au grain. Donc, il est passé par là et... Alors, je vais vous arrêter là. J'attendais juste l'interprétation. Alors, Ahmed, est-ce que vous pouvez nous dire son autre nom? Niakate Ahmed. Et je sais que c'est un sujet difficile. Et Ahmed, il est de quel quartier? Ahmed habitait au quartier Doucouré. Et vous le connaissiez depuis quand? Je le connaissais depuis longtemps. Plus de 5 ans. Peut-être 10 ans. Je le connaissais depuis longtemps. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous dire son âge approximatif au temps des événements? À l'époque, j'estime son âge à la trentaine d'années. À ce moment-là, je pense qu'il devait avoir une trentaine d'années. Et vous l'avez vu vers quelle heure ce jour-là? Ahmed est arrivé aux environs de midi, je pense. Il est arrivé après les coups de feu, ça s'était un peu calmé. Donc, je peux dire que peut-être midi passé un peu. Midi passé, peut-être midi 30, 13 heures par là. Je pense que c'est à ce moment-là que Ahmed est arrivé au grain. Et d'abord, quand il est arrivé, parce que je vais vous porter une précision à ce niveau-là. Ahmed s'était marié, il y avait peut-être 1 ou 2 années de cela. Et il avait un problème d'enfantement, il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et de traitement en traitement,
sa femme est tombée enceinte et à ce moment-là, à cette époque-là, elle était enceinte. Donc, quand on l'a appelé pour lui dire qu'il y avait des troubles dans son quartier, il s'est vraiment précipité pour pouvoir aller au secours de sa femme. Bon. Quand il est arrivé, il n'a pas trop duré d'abord au grain, il s'est renseigné et puis bon, il partait. Nous, on a appris qu'on l'avait suffisamment dissuadé, il partait et en partant, il a croisé une de nos tantes du quartier, du nom de Mamie. C'est une vieille qu'on appelle affectueusement Mamie. Aujourd'hui, elle est décédée malheureusement. Mais c'était une vieille baoulée qu'on appelait affectueusement Mamie. Et elle a croisé Mamie qui revenait du marché. Et comme elle le connaît, elle lui a demandé où il partait. Il a dit non, qu'il veut aller voir sa famille parce que sa femme l'a appelé. Mamie l'a dissuadé. Mamie lui a dit non, tu ne peux pas aller dans ton quartier actuellement parce que j'en viens. La route, Mamie va au marché. Elle va au marché. Donc, elle revenait du marché. Le chemin du marché passe par le lieu où les échauffourées se passaient. Donc, Mamie a vu. Elle lui a dit que tu ne peux pas aller dans ton quartier actuellement. Retourne. Attends que peut-être la situation se calme et avant de repartir. Donc, il a écouté Mamie. Il a même pris le trop-plein de bagages de Mamie et il a suivi Mamie sagement jusqu'au grain. La cour de Mamie est en face du grain, de notre grain. Donc, il est venu rester là. Nous, on l'a dissuadé, on lui a dit non, il faut te calmer. Il a dit, mais sa femme, comprenez-le, sa femme est enceinte. Donc, il est resté et nous, on s'est dit qu'on l'avait convaincu. Et quand vous dites on l'avait convaincu, on l'a dissuadé, vous lui avez parlé, vous, personnellement? Oui, tout le monde. Moi, lui, de tout le monde, tous ceux qui étaient au grain, on lui a dit non, Ahmed, tu ne peux pas aller, il faut rester, c'est dangereux. Il dit, mais ma femme, on lui a dit non, Dieu est grand, ça va bien se passer et tout. Essayer de le rassurer comme ça. Voilà, et il est resté effectivement, il est allé s'asseoir. Bon, c'est pendant un moment d'inattention, parce qu'il y avait beaucoup de choses en même temps. Donc, un moment, on n'a plus porté attention sur lui. Et on a un autre ami du nom de Adama Soumaoro, qui est aujourd'hui décédé. C'est cet ami-là qui habite aussi au quartier Doucouré, qui a appris aussi que le quartier est attaqué, qui est venu trouver Ahmed. Lui aussi fréquentait le grain. Mais lui, il était ivoirien. Il était originaire même de la même région que moi. Donc c'est lui qui est arrivé et on l'avait appelé aussi pour dire que le quartier est attaqué. Et comme ils sont du même quartier, pendant ce moment de cafouillage là d'inattention, les deux ont cheminé ensemble, pensant que les choses s'étaient calmées. Donc ils sont allés et chemin faisant, quand ils sont arrivés au niveau du bloc célibataire, il y a un grand espace vide là, c'est des terrains de jeu, des lieux de manifestation publique et tout ça. C'est ce que Adama Soumaoro nous a rapporté après, parce que lui, il a échappé. Donc, il nous a dit que quand ils sont arrivés là-bas, il y a un jeune du quartier qui a interpellé Ahmed. Viens ici, voilà un. Donc, ça a attiré l'attention, puisque les gens étaient un peu partout, excités et tout. Donc, ça a attiré l'attention des gens vers eux. Donc, les gens sont venus, sont accourus. Et Ahmed a eu peur. Il a pris peur.
il a voulu fuir pour revenir vers le grain. Donc, il a fui, il a pu traverser la voie, mais arrivé au niveau du bâtiment de l'ancien impôt, il y a un jeune qui l'a saisi la base. Un jeune qui se faisait passer pour un réparateur du portable. Enfin, c'est un réparateur du portable en ce moment-là. C'est l'activité qu'il exerçait, mais il connaissait Ahmed. C'est lui qui a saisi Ahmed. Et puis, il lui a fait les poches. Les gens sont venus et ils ont commencé à le lyncher. Ils ont commencé à le lyncher. Tout ce qui est tombé dans la main. Ils l'ont fait tomber. Ils l'ont battu. Et il est mort d'une mort atroce. Une mort atroce. Ils ont été sans pitié pour lui. Ils l'ont battu avec tout ce qui leur tombait sous la main. Il est tombé. On lui a asséné un coup de gourdin à la nuque et tout ça, il est tombé. Ils se sont acharnés sur lui. À un certain moment, il y a un monsieur qui est arrivé, qui était dans une tenue que les militaires portaient, une tenue bleu marine. La pilote est bleu marine, le haut aussi est bleu marine, mais manche courte. Bon, habituellement, on appelle ça les tenues de corvée. C'est le nom qu'ils donnent à ces tenues-là. Lui, il est venu, lui, il avait une arme. Et au moment où ils étaient en train de le battre, il est arrivé. Et la foule a dit, c'est un assaillant, c'est un assaillant. Et lui, il lui a tiré un coup de feu. Étant au sol, il lui a tiré un coup de feu. Et il y a un autre jeune qui a pris un morceau de brique pour le taper sur la tête. Et malgré tout ça, on continuait de le battre. Et on continuait de le battre. Et puis, quand ils ont estimé peut-être qu'il était mort, ils ont commencé à crier qu'il fallait le brûler. Et c'est en ce moment-là que les riverains, ceux qui habitent aux alentours, ils se sont plaints. Ils ont dit non, vous l'avez tué là, mais vous n'allez pas le brûler ici. Allez le brûler ailleurs, mais pas ici. Et ils ont commencé à trimballer son corps, c'était insoutenable. Ils l'ont envoyé sur la voie, nous on ne pouvait plus voir. L'angle sur lequel ils l'ont envoyé, nous on ne pouvait plus voir. Et puis, c'était trop pénible à supporter. Moi, j'ai quitté les lieux. Bon. Plus tard, j'ai appris qu'effectivement, ils l'ont brûlé. Je n'ai pas pu voir son corps brûlé parce que je ne pouvais plus me permettre certaines choses. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tué Ahmed pour rien. Pour absolument rien. Quelqu'un qui volait au secours de sa femme enceinte. On l'a tué comme ça. Donc, c'est après. Je vais vous arrêter là. Oui. Oui, madame. Je vais vous poser juste quelques questions de clarification sur ce que vous venez de nous décrire. Alors, quand vous nous avez dit que Ahmed est parti du grain avec
Adama, Soumaoro. Est-ce que vous les avez vus partir du Grand? Non, non. Si on les avait vus, on les aurait empêchés d'aller. C'est un moment d'inattention. Alors, On a calmé Ahmed. Adama, lui, il est arrivé après moi, mais je ne savais pas qu'il était arrivé. Ça, je ne savais pas. C'est Ahmed, on l'a calmé, il était assis. Bon, certainement que quand Adama est arrivé, ils se sont peut-être dit, bon, nous sommes à deux, on peut y aller. Mais en ce moment, nous, on s'est dit, bon, on a fait le travail et bon, on l'a un peu oublié. On l'a un peu oublié et c'est pendant ce temps-là qu'ils sont partis. Nous-mêmes, on n'a pas su. C'est quand on a commencé à le pourchasser qu'on a su que mais Ahmed était parti. C'est en ce moment-là. Comment est-ce que vous avez pris connaissance? Connaissance de quoi? J'attends juste l'interprétation pour les gens qui suivent en anglais. Alors, comment est-ce que vous avez pris connaissance du fait qu'il était pourchassé? Quand vous êtes... C'est les cris. C'est les cris, vous savez, la foule, hein. Ils étaient excités, donc les cris, oh, attrapez-le, bon, c'est un assaillant. Donc ça a attiré l'attention de tout le monde, on regarde, c'est Ahmed. Comment il a pu se retrouver là? Bon, on ne pouvait pas expliquer parce qu'on n'avait pas été suffisamment vigilant en ce moment-là pour pouvoir l'empêcher de partir. C'est comme ça que nous avons constaté qu'effectivement, il était parti. Mais comment et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est quand nous nous sommes retirés que Adam Soumaoro est venu maintenant nous donner la version selon laquelle ils étaient ensemble. Que, voilà, c'est lui qui nous a expliqué maintenant ce qui s'est passé en cours de route. Alors, à partir de quand est-ce que vous avez vu la scène que vous venez de nous décrire? À partir de quand j'ai vu? Ce que vous venez de nous décrire. Ça devait être peut-être vers les 14 heures maintenant, hein, je pense. Vers les 14 heures, si ma mémoire est bonne, ça devait être vers les 14 heures maintenant. Mais c'était à quel moment? Alors, vous nous avez dit que vous étiez au Grand, vous avez entendu des cris et vous êtes allé regarder. Et à ce moment-là, quand vous êtes allé regarder, qu'est-ce que vous avez vu tout d'abord à ce moment-là? J'ai vu qu'il courait pour revenir dans le sens du grain. Il avait fait demi-tour en fait. Il avait fait demi-tour. Il courait pour venir dans le sens du grain. Parce que les manifestations n'étaient pas encore arrivées vraiment dans notre quartier. C'était dans les environs, mais chez nous, c'était encore un peu calme. Certes, on était tous en alerte, mais il n'y avait pas encore de foufou en tant que tel. Donc, c'est quand on a entendu la meute le poursuivre, crier à l'assaillant et tout, ça a attiré l'attention de tout le monde. Et c'est là que nous nous sommes mis à regarder dans la direction et puis on a vu que c'est Ahmed qui était poursuivi. Et quand il était poursuivi par combien de personnes? Ils étaient nombreux, hein, peut-être la trentaine, vingtaine, je ne sais pas, c'était nombreux. Et est-ce que vous pouvez nous décrire ces 20 ou 30 personnes qui le poursuivaient? Oh, c'était des jeunes. C'était des jeunes qui étaient vraiment excités. C'était des jeunes. La majorité, c'était des jeunes. Et comment est-ce qu'ils étaient habillés? Bon, comme je l'ai dit, hein, il y en a qui étaient torse nus, il y en a qui étaient habillés correctement quand même. C'est-à-dire qu'il y avait un haut et un bas. Voilà. Et il y en a aussi qui étaient torse nus. Apparemment, c'était les pillards du matin qui rôdaient dans les parages là-bas, parce qu'ils n'avaient pas encore fini leur travail. Donc, c'est ceux-là qui se sont mis à le poursuivre. Et voilà, ils l'ont attrapé. Et vous nous avez parlé d'un gourdin. Oui. Est-ce qu'ils avaient d'autres armes à part le gourdin? Oui, tous
ce qui leur tombait sous la main, ils prenaient pour battre Ahmed. Hein. Que ce soit une barre de fer, que ce soit un gourdin, quoi que ce soit. Je vous dis même qu'il y a un qui a pris un morceau de brique pour lui taper sur la tête. Et Ahmed lui-même, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il portait ce jour-là? Bon, il avait un pantalon jean, des chaussures, des sandales en caoutchouc. Bon, dans notre jargon abidjan, ici on appelle ça les quais, c'est des chaussures entièrement en caoutchouc, mais à boucle. Il portait ça, et puis il portait un maillot, je crois, Barcelone ou Chelsea. Il portait en tout cas un maillot, et un pantalon jean, et puis des leggings en bas. Et quand vous observiez, enfin, quand vous avez vu le lynchage, vous étiez à quelle distance d'Ahmed? 50-60 mètres. 50-60 mètres au plus. Alors, je vous avais arrêté lorsque vous avez entendu les jeunes parler de le brûler et les riverains dire de ne pas le faire à cet emplacement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, quand les riverains se sont tenus, ils ont dit de ne pas le brûler là. Donc, c'est ce que je disais. Et ils ont décidé de le transporter sur la grande voie. C'est-à-dire de l'envoyer sur la voie principale dont je parlais pour le brûler. Parce que les riverains s'étaient plaints qu'ils ne pouvaient pas le brûler là. Alors, je voudrais passer un petit peu à Adama Soumaoro. Oui. Alors, vous nous avez dit que lui, vous avez appris plus tard ce qui lui est arrivé. Alors, quand est-ce que Adama vous a raconté ce qui lui est arrivé? Bon, quand tous ces événements-là se sont passés, c'est-à-dire qu'ils ont fini de tuer Ahmed, parce que quand ils l'ont battu, l'état dans lequel moi je l'ai vu, je savais qu'il ne pouvait pas vivre. Voilà. Donc déjà, nous étions en larmes. Nous étions en larmes. Et on parlait encore de le brûler, c'était insupportable. Donc nous, on a quitté les lieux, on s'est retiré chez un ami qui habite à côté, qui s'appelle Soro. Lui là, c'était le plus proche du grain. Donc on s'est retiré chez lui. Et c'est là-bas que Adama Soumaoro nous a trouvés. Nous nous sommes retrouvés chez Soro parce que tout le monde était vraiment dépassé par les événements et tout le monde était vraiment triste. Donc nous nous sommes retirés et c'est chez Soro que Adama a raconté ce qui s'est passé en route quand ils allaient. C'est là qu'il a raconté. Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il a dit que quand il partait, il y avait une accalmie. Il a dit qu'au moment où il partait, il y avait une petite accalmie. Donc ils se sont dit que, bon, s'ils traversaient le terrain, ils allaient prendre les couloirs du quartier rapidement pour pouvoir joindre le quartier tout courir. Il dit que c'est à ce moment-là que, quand ils sont arrivés sur le grand terrain, la place dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a reconnu Ahmed. Quelqu'un qui a reconnu Ahmed et qui a dit, toi, viens ici. Voilà un. Voilà.
Et selon ses dires, il a dit que c'était un certain Techi. Voilà, c'est ce que Adama Soumaro nous a rapporté. Il a dit que c'était un certain Techi qui avait dit ça. Et est-ce que vous connaissez son autre nom à Techi? Techi Claude, je pense bien. Claude. Et vous le connaissiez, Techi Claude, vous? Claude, je le connais. Je connaissais bien Techi Claude. Bon, quand Adama a dit ça, bon, vraiment, je tombais un peu des nues. Je me suis dit, mais il ne peut pas faire ça. C'est quelqu'un que je connais. Mais Adama a dit que c'est truc. D'ailleurs, après les événements, après la crise, quand tout est rentré dans les normes, je pense bien qu'il est venu une fois se justifier chez notre commissaire politique pour démentir cela. Bon, nous on a dit ben, c'est une information qu'on a, c'est tout. Nous n'étions pas sur les lieux, mais celui, le compagnon du défunt, c'est lui qui nous a dit ça. On ne peut pas dire que c'est faux. On ne peut pas dire que c'est faux. Bon, si tu dis que c'est pas vrai, que c'est la rumeur, les gens sont contre toi. Bon, en tout cas, il est venu une fois pour se justifier, pour dire que voilà, les gens veulent créer des problèmes, de créer des problèmes et tout. Bon, il est venu une fois se justifier. Et moi, je m'en tiens à ce que l'autre a dit, c'est ce qu'il m'a dit que j'explique. C'est lui qui était avec Ahmed au moment des fêtes. C'est ce qu'il nous a rapporté. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, ça maintenant, voilà. Alors, Monsieur le témoin, si le juge président m'autorise, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Yes. Le président, oui. Oui. Yes, we stop here. Président, oui. Nous allons nous interrompre. Il est 17h pour nous, 15h pour vous. Nous reprendrons lundi à la même heure qu'aujourd'hui, à savoir 10h30 pour nous, puisqu'il s'agit toujours d'une vidéoconférence. Et je voulais juste vous dire que vous avez pris un peu plus d'une heure, madame. Non, je n'exerce aucune pression, mais nous avons un calendrier qui est assez strict, donc ne l'oubliez pas, qui est assez serré, ne l'oubliez pas. Donc, monsieur le témoin, merci beaucoup. Nous nous retrouverons lundi matin à 8h30 pour vous. Merci beaucoup. L'audience est levée.